On va rentrer les gars dans le sujet du jour, le rapport que je voulais vous présenter. Alors c'est un rapport, qui date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui, hein, qui a été publié par Binance Research. Vous avez le lien dans la barre d'infos pour ceux qui veulent regarder le rapport en direct. On va pointer du doigt les points qui sont les plus importants, puis on va réagir au fur et à mesure. Il y a toute une partie sur les institutionnels qui est quand même assez technique et donc on y passera, assez rapidement avec Théo. On va passer, je pense sur la partie qui nous intéresse nous, plutôt, sur la partie retail. Mais voilà, vous verrez, c'est quand même super intéressant parce qu'ils expliquent en fait comment on va pouvoir faire pour attirer le premier milliard d'utilisateurs on-chain sur la crypto. Aujourd'hui, on a 560 millions de personnes qui sont investies en crypto. Il y a une grosse différence entre des gens qui ont de la crypto puis des gens qui sont utilisateurs on-chain sur des projets Layer 1, voire Layer 2, sur Arbitrum, voire même Optimism, etc., etc. Et donc, ça donne des chiffres concrets sur où est-ce qu'on peut se situer à l'heure actuelle. Alors, c'est un rapport qui date de juin 2024, donc ça a peut-être changé aujourd'hui, mais au moins, ça vous donnera des chiffres concrets sur la situation dans laquelle on se retrouve en fait à l'heure actuelle. Donc, je vais avancer un petit peu. Déjà, il compare le nombre d'utilisateurs crypto depuis 2018 jusqu'à maintenant par rapport à d'autres nombres d'utilisateurs qu'on peut avoir, par exemple, chez Visa, chez PayPal, Mastercard ou chez Amex. Et on voit que bah, clairement, en fait, depuis 2018, on est sur une augmentation importante. Ça aurait été intéressant de voir sur 2024, parce que je pense que sur 2024, on a évidemment encore plus augmenté. Et aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près 560 millions de personnes dans le monde à utiliser la crypto. Alors, utiliser la crypto ou en avoir, ça ne veut pas forcément dire que vous faites des swaps sur Uniswap, que vous faites des pools de liquidités, etc. Mais en tout cas, que vous vous intéressez à la crypto. Et attention quand même aussi, c'est que ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y en a quand même une grosse proportion qui détiennent aujourd'hui leur crypto sur des plateformes d'échange centralisées. Et donc, c'est compliqué d'être capable de faire le distinguo parce que sur des plateformes centralisées, on peut estimer le nombre de portefeuilles différents, tout comme on-chain aussi, mais vous pouvez avoir des personnes qui peuvent avoir plusieurs comptes sur des plateformes centralisées, mais également aussi si vous faites de l'analyse on-chain, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent avoir 10, 15, 20, 30, 50, 70 adresses. Donc, c'est pas parce que vous avez, je sais pas, 70 millions d'adresses différentes sur Ethereum que vous avez 70 millions d'utilisateurs. Vous pouvez en avoir beaucoup moins parce que vous pouvez avoir des baleines qui ont énormément de comptes différents. Donc là, je trouve que ça remet aussi en perspective par rapport à la news qu'on a donnée tout à l'heure avec les DEX, en fait, hein, de dire que les gens passent de plus en plus, en fait, sur les DEX, ça peut être lié au même coin, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais on a quand même encore une large proportion qui reste sur des plateformes d'échange centralisées. Pour moi, la grosse partie de ces personnes-là, ça peut être un manque de connaissances, mais il y a aussi beaucoup de traders euh, à- auxquels, en fait, on a proposé et auxquels ils ont la possibilité de de faire ce qu'ils souhaitent en fait avec les outils qu'on leur a mis à leur disposition, qui aujourd'hui sont quand même un peu plus sophistiqués sur les plateformes d'échange centralisées que sur les DEX en fait. Surtout que sur les DEX, vous avez tous les risques aussi qui peuvent être liés avec les hacks, les problématiques d'audit aussi. Voilà, il y a des plateformes comme Bybit ou comme Binance ou sur lesquelles vous savez qu'on a énormément de traders. Et c'est compliqué si on veut faire vraiment du trading, soit même du scalping ou du day trading, de le faire de manière décentralisée. Ça existe. Il y a des plateformes qui sont développées là-dessus. Mais en termes de volume, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux que ce qu'on a aujourd'hui sur des plateformes d'échange centralisées. En tout cas, on estime à l'heure actuelle à peu près 560 millions de personnes qui seraient à l'heure actuelle sur la crypto, avec, si on analyse le top 20 des plus grosses layer 1, donc comme Solana, Tron, la Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon. Alors Polygon, ils l'ont mis sur les layer 1, je ne comprends pas pourquoi, parce que ce n'est pas du tout une layer 1, et Bitcoin. On estime à peu près 75 millions d'utilisateurs en 2024 on-chain, sachant que, attention, vous avez des personnes qui peuvent avoir plusieurs adresses, donc sans doute que c'est beaucoup moins. Et puis, voilà, ça s'est arrêté sur début 2024. Faudra voir après sur le bull run, sans doute que ça explosera beaucoup plus à la hausse. Je ne sais pas si tu veux rebondir déjà sur ça, Théo. Non, mais après, on entend d'adresse active ce que tu as commenté. Faudra voir si vraiment c'est des utilisateurs uniques, mais c'est assez compliqué. Et après, noter quand même Bitcoin qui, au final, perd d'utilisation. C'est-à-dire que Ouais. on a
voilà, on dit Bitcoin, c'est la première crypto en termes de market cap, je vais y arriver. Mais il faut bien se rendre compte qu'en termes d'utilisation et de nombre de transactions, c'est en baisse concrètement depuis 2018. Hein. Donc, depuis le bull run, si on regarde le pic, grosso modo, tu traces la ligne, tu as une utilisation qui n'arrête pas de baisser en termes de transactions. C'est-à-dire que le volume de transactions, pas en termes de valeur, mais en termes de transactions en soi, dans nos transactions, ne fait que baisser parce que les gens l'utilisent de moins en moins pour faire des échanges. C'est juste des échanges de temps en temps avec des gros montants. Mais c'est important d'avoir cette donnée-là aussi, si on compare avec peut-être la vision un peu plus initiale qui est peer-to-peer Electronic Cash System, où au final, on se rend compte qu'on est de plus en plus sur le narratif réserve de valeur. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le narratif initial? Et dans tous les cas, pour l'instant, on parle aussi d'Ethereum souvent, mais on se rend compte que pour l'instant, le gagnant en termes de transactions, c'est Solana, en termes de volume actif avec les mêmes. Sur ce bull run. Et pour l'instant, Solana est devant toutes les autres blockchains parce qu'il y a le Other. Mais si on regarde sur le graphique visuellement, on voit que Solana est au-dessus de toutes les autres chains en termes de d'utilisateurs actifs et de volume aussi. Ouais. Après, là aussi, l'augmentation qu'on a eue juste là pour le Bitcoin, c'était toute la mania qu'on avait à l'époque, qui s'est un peu calmée depuis, mais avec les ordinals, les BRC20, toutes ces choses-là. Les inscriptions. Les rues, les inscriptions, en fait. Là, depuis, ça s'est clairement calmé. Mais voilà, en fait, comprendre que l'intérêt du Bitcoin aussi, il y a des innovations qui se développent. Il y en a qui ont essayé de commencer à mettre des choses en place sur de la GameFi sur Bitcoin, de la DeFi aussi sur Bitcoin. Sauf qu'à la base, concrètement, Bitcoin n'a pas été fait du tout pour ça. Son code n'est pas optimisé pour ça, ce qui n'est pas le cas sur d'autres blockchains. Et donc, pour l'instant, les gens ne l'utilisent pas pour ça, en fait. Si tu vas sur Bitcoin, c'est pas pour faire de la DeFi sur Bitcoin. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas du tout dans les tuyaux. Et en fait, une fois que tu as acheté du Bitcoin, vu qu'on le voit de plus en plus comme de la réserve de valeur, en fait, tu achètes ton Bitcoin, tu le stockes à froid et puis c'est tout. En fait, c'est du buy and hold comme ton or, en fait. Tu vois, c'est pas censé être un actif productif. Ce qui n'est pas le cas des autres blockchains, même Proof of Stake, où on peut considérer que c'est des actifs à cash flow productifs parce que voilà, il y a des choses qui se passent. Les revenus sont renvoyés aussi en partie aux stakers, alors que pour Bitcoin sur du Proof of Work, c'est aux mineurs. Et vous, si vous n'êtes pas mineur, vous n'avez rien en fait, qu'il y ait plus de transactions ou pas, d'une certaine manière. Ensuite, quand il parle, donc là, on vous donne en fait, il vous donne des chiffres en vous disant sur des layer 1, globalement, si on exclut Polygon, parce que pour moi, je ne comprends même pas pourquoi ils ont mis Polygon ici sur les layer 1, ils estiment qu'il y a à peu près 75 millions d'utilisateurs on-chain sur 2024, tout en prenant à partie que on peut avoir des utilisateurs qui ont plusieurs adresses, donc sans doute que c'est beaucoup moins. Si on combine les layer 1 et les layer 2, les principales qui sont présentées sur le rapport. Alors, il parle de ZK-Sync, Optimism, Base. Alors, Starknet, je ne comprends même pas pourquoi ils l'ont mis parce qu'il n'y a pas d'utilisateurs en fait, sur cette version. Alors, franchement, je pense que c'était au moment où ils ont lancé l'airdrop, où il y avait un peu de la demande, mais en fait, après l'airdrop, franchement, si vous regardez. Si tu regardes, c'est 20 juin 2024. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a eu l'airdrop, mais en fait, il n'y a personne. Franchement, sur Starknet, aujourd'hui, il n'y a personne. Voilà. Et c'est pas être un hater que de dire ça. En fait, il y en a qui nous disent vous êtes des haters sur Starknet. Je m'en fous, en fait. Tu regardes le nombre d'utilisateurs, il n'y en a pas, il n'y a pas de TVL, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité dessus. Franchement, aujourd'hui, il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien plus tard, mais en tout cas, pour moi, ça n'a rien à faire ici aujourd'hui. Après, comme Blast, pareil, il y a eu pas mal de memcoins qui ont été lancés, mais il n'y a pas d'utilisateurs, très peu sur Blast. Manta ou Arbitrum. Mais quand vous additionnez en fait les layer 1 et les principales layer 2, là, on serait à peu près 100 millions en fait, d'utilisateurs en combinant les deux, tout en sachant que, voilà, attention, on compte les adresses uniques. Donc ça peut être amené à changer. Ensuite, ils avancent donc dans le rapport et ils expliquent comment on pourrait faire pour avoir une croissance et une adoption qui va aller chercher le milliard dans les prochaines années et si possible le plus rapidement possible. Et selon ce rapport, il y a 3 gros axes de travaux. Il y a le volet institutionnel sur lequel on va passer ensemble, mais assez rapidement quand même parce que c'est quand même assez technique et je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de gens. Il y a le côté retail où là, je pense qu'il y a des choses à dire et ceux qui sont sceptiques, les crypto-sceptiques, où là, pareil, il y a des choses intéressantes à dire. Donc, je vais passer assez rapidement.
Déjà, concernant les institutionnels, il y avait 2 gros volets en fait qui posaient, souci pour les instituts pour qu'ils rentrent sur le marché crypto. Parce qu'ils vont pas aller dans la crypto et rejoindre, pour acheter du bitcoin ou de l'ether en faisant leur KYC, sur Kraken comme ce que vous pouvez faire évidemment. Ils vont pas détenir leur crypto sur une ledger toute simple quand vous avez une entreprise à plusieurs, centaines de milliers de salariés et qu'en plus de ça, vous avez des milliards, en crypto comme c'est le cas de BlackRock, ils n'ont pas une seule ledger avec un mec qui va connaître le code PIN pour faire une transaction. Évidemment que ça, c'est pas du tout sécurisé. Donc, il y avait le custody, donc le fait de détenir leur crypto. Comment on fait pour le cas d'institutionnels comme BlackRock, comme Fidelity, etc. Comment eux, ils vont pouvoir être capables de rentrer des sommes d'argent importantes et surtout de détenir leur crypto, comment ils sécurisent leur crypto. Toute cette infrastructure, il faut que ça se développe. Et après, il y a toute l'utilisation de la blockchain, en fait. Comment ils vont faire pour faire des transactions? Est-ce qu'ils le font eux-mêmes? Quelle blockchain ils vont utiliser pour satisfaire leurs besoins d'interopérabilité et puis de liquidité également aussi? Tout ça, c'est pas anodin. Et avec les flux de capitaux, avec les ETF aussi, c'était des réflexions qu'il fallait avoir et qui sont toujours dans le scope, en fait. Hein. C'est toujours pas résolu non plus à 100%. Donc, concernant le custody pour les institutionnels, ils font pas comme vous, hein, dire, ils vont pas prendre une ledger, comme j'ai dit tout à l'heure, noter leurs 24 mots sur un bout de papier et puis voilà, même sur des plaques en titane et puis de tenir leur crypto avec une seule personne. On vous avait parlé du multisignature, sauf que ça a quand même pas mal de contraintes techniques. Eux, ils sont plutôt sur un autre modèle évolué du multisig qui s'appelle le MPC, qui permet d'avoir en fait une clé privée qui vont scinder sous forme de shard sur pas mal d'endroits différents, qui n'est pas une seule et unique personne qui détienne l'intégralité en fait de la clé privée. Donc voilà, ils expliquent en détail ce qu'est le MPC, comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les avantages par rapport au multisig. On pourra vous faire une vidéo complète si ça vous intéresse sur les différences entre voilà, le single, le multisig, le MPC, si ça vous intéresse. Mais ça, c'est plus des options qui sont disponibles aux institutionnels et pas du tout pour les particuliers. Alors que pour le multisig, là, c'est vraiment disponible pour les particuliers. On pourra vous en parler. Ouais, il y a des possibilités de faire en MPC aussi, mais en fait, la principale différence sur le multisig, pour avoir 2-3 données comme ça, parce que je l'ai regardé, le MPC, moi je ne connaissais pas du tout avant de regarder ce rapport. J'ai creusé, mais c'est vrai que c'est assez technique. Juste que le multisig, en fait, tu crées un contrat dès le départ avec la fragmentation de ta clé privée on-chain, mais du coup, tu ne peux pas modifier après la signature. C'est-à-dire que si tu mets 2 pour 3 dans le contrat dès le départ, c'est 2 pour 3 pour toujours. Et si tu veux changer ça, il faut faire un autre wallet multisig avec d'autres paramètres. Et du coup, ça change les adresses. Et du coup, c'est chiant parce qu'il faut que c'est ce qu'ils disent la dernière ligne, changer en fait la disposition du wallet sans créer de nouvelles adresses. Avec le multisig, c'est pas possible. Alors qu'avec le MPC, c'est une fragmentation de la même manière de la clé privée, mais c'est off-chain. Et du coup, tu peux changer un petit peu qui a accès à quoi, ajouter d'autres fragments, ajouter d'autres personnes si tu changes des employés. C'est beaucoup plus souple, flexible, quoi. en fait. Ouais. Exactement, c'est plus souple et flexible. Et du coup, ça correspond plus aux besoins d'une entreprise qui va évoluer, qui va changer. Le multisig, c'est quand même c'est bien pour un particulier parce que du coup, c'est figé dans le marbre. C'est-à-dire que si tu mets 2 pour 3, ça sera toujours 2 pour 3 et tu peux gérer ton truc comme tu le veux. Mais pour une entreprise, ça peut être assez souvent limitant. Et du coup, ils utilisent des stratégies un peu différentes, mais qui ne sont pas forcément utiles pour En particulier, quoi. un particulier, ouais. Parce que protocole agnostique, c'est ce qu'ils disaient aussi sur la partie liquidité, où au final, pour une institution, ils ont besoin d'avoir un wallet qui soit et leurs fonds disponibles sur plein de chaînes en même temps, parce que le besoin de liquidité est super important. Et nous, c'est des problématiques qu'on n'a pas pour le coup, parce qu'on n'a pas des gros montants, donc du coup, on peut utiliser des plateformes centralisées, des plateformes décentralisées, mais pour une institution qui gère des centaines de millions, voire des milliards en crypto, vous doutez bien qu'ils ne peuvent pas aller sur n'importe quel DEX et faire un swap parce qu'ils vont se faire rect de la muertas avec les fees, avec le slippage. Enfin, c'est même pas une option en fait pour eux, les plateformes décentralisées dans la plupart des cas parce c'est des whales et du coup ils sont à l'entrée ou à la sortie, en fait, ils influenceraient trop le prix. Donc, ils ont besoin d'un besoin de liquidité super important et que ça soit efficace et pas fragmenté. Et donc, ça, pour le coup, nous, on n'a pas ces problématiques-là très souvent en tant que retail, quoi. C'est clair. Et puis après, si, ils peuvent utiliser des plateformes centralisées, mais en tant que custodian, par exemple, aujourd'hui Coinbase, la plupart des plateformes,
enfin, ou des institutions comme BlackRock, sauf Fidelity qui est le seul à être son propre custodian. C'est-à-dire qu'ils détiennent eux-mêmes, dans leur entreprise et au sein de leur structure, leurs cryptos. Mais la plupart aujourd'hui, je pense pour, plutôt le cadre réglementaire et juridique aussi, puis même sécurité peut-être, on ne sait pas trop, mais, je pense que pour toutes ces contraintes-là, aujourd'hui le, custodian et la plateforme qui détiennent leurs cryptos, c'est Coinbase. Mais je pense qu'ils ont mis MPC, c'est-à-dire que c'est Coinbase qui va faire, je pense heu, toute la, la surveillance, le monitoring, c'est comme on dit en anglais, le suivi, la Mmh. traçabilité, tout ce qui s'ensuit. Et je pense que c'est pas, vas-y, je dépose sur Coinbase et puis, j'ai, je sais pas, presque 400 000 bitcoins chez BlackRock, je dépose chez Coinbase et puis on voit. Non, forcément, ils ont des sécurités, ils ont des assurances, ils ont des trucs, dont à mon avis, une interface sur Coinbase avec le MPC, en fait. Je pense que ça doit fonctionner comme ça. Ensuite, donc ils continuent sur le rapport et ils expliquent du coup, bah, qu'en effet pour le custody, donc faut être capable de bien utiliser, les wallets, faut être capable d'avoir en fait toute une infrastructure qui va permettre à des personnes comme ça, qui investissent des milliards, bah, d'avoir suffisamment de liquidités, toute une infrastructure qui va leur permettre de faire, ce qu'ils veulent. Donc pour ça, il y a des compagnies comme Fireblocks qui leur permet, d'avoir en fait tous les outils nécessaires et de travailler énormément sur, le custody pour le côté, institutionnel. Donc ils en parlent énormément ici, voilà, je vous laisserai y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais en gros, Fireblocks, voilà, c'est l'une des infrastructures et l'une des grosses entreprises qui travaillent avec, pour le développement de protocoles pour permettre justement aux institutionnels de rentrer plus facilement en crypto et de leur permettre, bah, de gérer leurs fonds, de manière plus durable et plus sereine. Et ensuite, le deuxième volet, c'est donc tout ce qui est donc transaction et on-chain abstraction. Donc, c'est quelle, blockchain on va utiliser, quel protocole on va utiliser, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes en tant qu'institutionnel qu'en tant que particulier. Et donc, il parle de certaines blockchains comme Axelar, qui serait blockchain agnostique, qui aujourd'hui supporterait plus de 50 blockchains différentes, qui seraient scalables, et cetera, et cetera. Je suis même pas persuadé qu'ils recherchent des blockchains décentralisées, en fait, la plupart du temps. Je pense qu'ils cherchent des blockchains qui sont opérationnelles, qui répondent à leurs besoins en termes de liquidité et tout. Axelar, c'est une blockchain qui fonctionne avec le Cosmos SDK, qui est EVM compatible, d'accord. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait partie des blockchains, comme une autre là, qui s'appelle Guardian. Mais Guardian, c'est un projet qui, lui, bosse beaucoup plus sur la tokenisation des actifs, d'accord, tout ce qui est lié au RWA. Et dans les RWA, vous avez vu qu'il y avait, par exemple, euh, l'USDDY, qui avait été lancé, je crois que c'est une initiative de Circle, qui est une filiale de Goldman Sachs, qui a lancé en fait un stablecoin sur certains protocoles qui a pour objectif de tokeniser des obligations d'État, notamment des obligations d'État américains sur 2 3 ans. Et puis après, vous avez le token Build aussi, qui a un ticket d'entrée de 5 millions de dollars, qui est une initiative de chez BlackRock et qui a pareil pour objectif de tokeniser, plutôt pour les gros porteurs pour le coup, puisque le ticket d'entrée il est à 5 millions, mais de permettre d'avoir une exposition via la crypto à des actifs traditionnels comme les obligations d'État avec des intérêts qui seront également aussi intéressants. Et donc pour tout ça, en fait, pour avoir ce genre d'infrastructure, bah, il faut avoir des projets qui peuvent permettre de, de, de lancer ce genre d'initiative. Et donc Guardian, aujourd'hui, c'est l'un des projets qui est utilisé par les institutionnels pour lancer ce genre de projet RWA, quoi. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Théo. Non, après, ouais, ce qu'on a dit, c'est des problématiques différentes et ils ont leurs solutions, mais pour le coup, nous, c'est pas quelque chose en tant que retail qui nous concerne Non. directement, quoi. Non. Après, voilà, ils ont pas mal de partenariats avec des grands groupes. Il y a HSBC, UBS, enfin voilà, vous pourrez jeter un coup d'œil. La partie vraiment institutionnelle, elle est intéressante, mais voilà, c'est assez complexe et encore une fois, je pense pas que ça intéresse la majorité des gens. C'est pour ça qu'on y passe assez vite. Après, sur la partie retail, qui là, pour le coup, il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a plusieurs volets de réflexion. Il y a tout ce qui va être management, donc gestion en fait des cryptos, hein, pareil, le self-custody, comment aujourd'hui font les retail pour investir en crypto et surtout pour gérer leur crypto-monnaie et utiliser la crypto. Et après, tout ce qui est on-ramp et off-ramp, quoi. Que ce soit comment tu fais pour rentrer dans la crypto et comment tu fais pour en sortir. Et donc, il y a pas mal d'initiatives qui se sont développées. Vous verrez, ils parlent de MoonPay, ils parlent de pas mal d'initiatives. Souvent, c'est des initiatives qui coûtent très cher en termes de frais parce que c'est simple à utiliser. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir
pour permettre aux gens de rentrer dans la crypto. Parce que si vous, ça fait des années que vous êtes à l'intérieur, a priori, vous avez pu vous former, vous savez à peu près maintenant comment ça marche, les pièges dans lesquels il faut évidemment ne plus tomber. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup, beaucoup de gens. Et ce qui fait peur à beaucoup de retail, c'est voilà, la crypto, c'est difficile. Comment, d'un point de vue informatique, je peux faire pour protéger ma crypto? Comment je peux faire pour rentrer ou sortir? Et donc forcément, ils tirent un peu la couverture de l'autre côté parce que c'est un rapport de chez Binance, donc ils parlent de leur wallet de chez Binance, qui n'est pas évidemment le seul wallet et pas du tout celui pour moi à utiliser. Vous devez apprendre à gérer vos cryptos en hors ligne. Et donc, tout ce qui est on-ramp et off-ramp, c'est tout ce qui va vous permettre, vous, de rentrer dans la crypto. Par exemple, si vous faites un virement sur Kraken avec vos euros, vous allez pouvoir rentrer dans la crypto. Donc, c'est le on-ramp. Et le off-ramp, c'est de renvoyer l'argent que vous avez gagné en crypto directement sur votre compte en banque. Peu importe, ça peut être une banque en ligne, peu importe, mais comment vous faites pour sortir de la crypto. Et là, vous avez pas mal d'initiatives comme MoonPay qu'ils évoquent ici. Mais souvent, il y en a plein d'autres qui vont vous présenter, qui vont vous parler là. Mais c'est des plateformes, voilà, regardez les frais. MoonPay, par carte, c'est 4,5% de frais, quoi. C'est n'importe quoi pour rentrer à l'intérieur. Binance, c'est un peu moins cher. Mais la plupart, en fait, des alternatives qui sont simples et qui vous sont présentées là, c'est quand même des frais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo, mais c'est quand même des frais qui sont super élevés. Surtout, en fait, ça dépend comment tu passes, mais très souvent, les frais de carte sont beaucoup plus élevés. Tu regardes MoonPay, les 4,5, c'est avec la carte. Et sur Binance, c'est pareil, sur tous les plateformes centralisées. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de s'y prendre assez tôt. On l'avait évoqué sur les derniers lives, mais si on a des transferts à faire, et c'est pour ça qu'il y a une augmentation, je pense aussi des stablecoins. Ce qu'on a vu récemment, il y a une augmentation du market cap des stablecoins, notamment Tether, parce qu'en fait, il y a pas mal de liquidités, je pense, qui attendent de rentrer sur le marché. Mais il faut avoir un peu prévu son coût. C'est-à-dire que si on va avoir des frais qui sont assez faibles, et souvent c'est zéro, le bank transfert ou par SEPA directement, ça dépend des protocoles que vous utilisez, mais ça peut prendre 2 jours. Après, il faut acheter les cryptos, il faut les virer sur le wallet, donc c'est pas immédiat. Donc le mieux, c'est quand même de préparer un peu son coût en avance et si possible d'avoir les stablecoins directement disponibles pour pouvoir investir rapidement et pas devoir passer par un carte paiement parce que pour le coup, très souvent, c'est automatique. Mais si tu veux rentrer avec un ticket important, 4,5, voilà, tu veux mettre 1000 balles, ça fait 45 € de frais. Donc ça fait quand même assez chier rapidement. Et du coup, le mieux, c'est quand même de prévoir pour pas avoir besoin de faire des trucs rapides qui coûtent cher. Parce que dans le monde traditionnel, passer des fiat rapidement d'un endroit à un autre, c'est-à-dire rapidement en quelques minutes, voire quelques heures, ça coûte très cher, quoi. Donc, prévoir son coût pour éviter de se taper des frais énormes. Parce que voilà, 4,5, pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. Ah ben, c'est clair, c'est abusé. Après voilà, il vous montre que du coup, dans la réflexion pour attirer des retails, en fait, c'est simplifier le processus d'entrée, de sortie et d'utilisation de la crypto. Après ça, forcément, ça va se faire, au détriment de pas mal de choses, au détriment peut-être de la décentralisation sur le front-end, comme on a pu le voir déjà sur pas mal d'alternatives comme Uniswap en fait, où, sur leur front-end, ils ont, donc sur l'interface utilisateur, ils ont blacklisté certains projets et tout. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas décentralisé, mais tu vois, il y avait des news aussi qu'on avait vu apparaître sur Cointelegraph qu'on avait présenté avec en réflexion peut-être l'ajout, encore je crois que c'était Uniswap, l'ajout du KYC sur Uniswap et sur certaines plateformes décentralisées parce qu'ils essayent d'être compliant avec le volet réglementaire. Et ça, pour moi, en fait, avec l'adoption, ça va y aller de plus en plus. C'est-à-dire que plus tu vas faciliter les gens dans la crypto, plus ça va être simple, moins il y aura d'opportunités, mais plus il va y avoir une centralisation, je pense principalement sur le front-end. Et donc, plus il y aura un intérêt pour des personnes comme ceux qui regardent le live aujourd'hui, de se prémunir de ça, d'apprendre à utiliser correctement les outils. Pourquoi pas de télécharger après les protocoles de GitHub sur leur ordinateur pour les utiliser de manière décentralisée parce que les codes sont toujours open source. Si vous pouvez les faire fonctionner sur votre ordinateur sans aucun problème, il peut y avoir plein de front-end différents. L'Uniswap, le front-end d'Uniswap que vous utilisez, il y en a plein d'autres qui vous donnent accès directement à Uniswap qui n'ont pas les censures qu'on a à l'heure actuelle. Mais voilà, il y a une réflexion en fait à avoir sur ce sujet-là et je trouve que le premier volet de simplifier l'utilisation à la crypto et le fait d'avoir des ponts faciles, je trouve que c'est important et c'est même indispensable.
Après, le reste, dans ce qu'ils expliquaient, c'est après vraiment le gros volet, c'est les crypto-sceptiques, en fait. Comment tu fais pour faire en sorte d'inciter les gens qui pensent que la crypto, c'est pourri, ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt, de faire en sorte à ce qu'ils viennent. Alors, ils parlent, moi, ça m'a fait rire, ils parlent d'augmenter la transparence et de l'éducation, ce que je pense qui est intéressant. Et nous, tu vois, on est plus sur le volet éducation et aussi transparence. On essaie vraiment d'être le plus transparent possible. Mais dans la transparence, je ne sais pas si ça t'a fait tiquer, hein, c'était ça, hein, la proof of Mmh. reserve, tu vois. Bon, c'est ce qu'on vous avait expliqué. La proof of reserve, c'était quand il y a eu la chute de FTX. Binance a été les premiers à lancer. Et d'ailleurs, sur aujourd'hui, CoinMarketCap, vous n'avez plus la proof of reserve, comme par hasard. C'était de voir à l'instant T les actifs des plateformes d'échange centralisées. Donc, on vous dit, tiens, aujourd'hui, Binance détient 70 milliards en crypto. Très bien. Vous ne connaissez pas sa dette, vous ne connaissez pas ses avoirs off-chain, en fait. Vous connaissez les avoirs en crypto. Si Binance a 76 milliards de crypto, c'est cool. Déjà, ça varie énormément parce que si c'est sur une crypto qui n'est pas liquide et qui, en plus, comme c'était le cas pour FTX, hein, ils avaient beaucoup d'argent exprimé en dollars. Sauf que la grosse majorité de ce qu'ils détenaient, c'était sur le FTT token. Sauf que quand CZ a commencé à dire, vas-y, on vend le FTT parce qu'on n'a plus confiance avec FTX, là, toute la Mmh. valeur s'est effondrée et donc le collatéral était plus du tout suffisant. En fait, la valorisation de ce que tu as, quand c'est pas sur des actifs vraiment tangibles, tu vois, j'en sais rien, de l'immobilier, de la bourse, des trucs qui tiennent vraiment la route, si c'est sur l'actif et en plus de ça, le token de gouvernance et l'actif central de la plateforme en question, le BNB, le FTT pour FTX, etc., ça peut changer comme ça du jour au Le sell lendemain. token processus. Le sell token pour Celsius, c'est ça exactement. Donc en fait, oui, ça vous donne une idée de ce qu'ils possèdent avec, alors il vous explique avec les Merkle Tree, hein, les arbres de Merkle. C'est assez technique, mais en gros, vous pouvez voir vraiment ce qu'ils détiennent à l'intérieur. Mais c'est pas pour moi un gage de qualité parce que c'est comme si aujourd'hui je vous dis, OK, moi j'ai une entreprise, elle a, elle a 10 milliards d'actifs. Mais je vous dis pas la dette. Je vous dis pas son cash flow, je vous dis rien en fait. Bah, vous ne savez pas. Peut-être que ma boîte, elle est ultra endettée, elle a 20 milliards de dettes, mais elle a que 10 milliards d'actifs. Et allez-y, achetez chez nous, j'ai plein d'argent. Mais en fait, ça veut rien dire. En fait, tu vois, il y a qu'en crypto où on peut considérer que c'est une preuve de transparence. C'est un pas, je pense, intéressant, mais c'est absolument pas suffisant. Et d'ailleurs, s'ils l'ont arrêté de le proposer sur des sites comme CoinMarketCap, à mon avis, c'est pas pour rien, quoi. Donc, bon, oui, apporter de la transparence, pourquoi pas. Après, de la transparence sur des plateformes centralisées, ça me fait toujours rigoler, quoi, en fait, parce que tu auras jamais la transparence que tu veux. Il y aura toujours des problématiques de fond avec du blanchiment d'argent, avec des mecs qui vont faire n'importe quoi avec ton pognon. Tu ne seras jamais mieux servi par toi-même. Et d'ailleurs, la crypto a été faite pour ça. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, sur le Oui, mais côté non, transparence. mais je suis complètement d'accord. Et puis après, aussi, il faut savoir qu'il y a des deals OTC. Donc, c'est-à-dire, même si tu as des trucs on-chain Ouais, où les aussi. mecs ils disent ça, c'est à moi, ils peuvent avoir fait des deals off-chain. C'est-à-dire, alors oui, les cryptos n'ont peut-être pas bougé. Et c'est peut-être même d'ailleurs des cryptos qui ne sont même pas à eux, mais enfin, ils sont peut-être assignés à leur compte. Parce que très souvent, c'est des prestataires, ça peut être des prestataires de services externes. C'est-à-dire qu'ils ont un compte chez une entreprise de stockage où ils disent ces cryptos appartiennent à Binance, ils ont 10 000 BTC qui sont là-dessus. Mais l'entreprise et l'exchange, et ça, c'est des pratiques qui se font régulièrement, peut vendre son claim ou peut vendre son bag de manière off-chain, c'est-à-dire dire ok, ce compte il est à moi, je te file les clés privées, on n'y touche pas pour l'instant, mais dans les faits, je te donne le contrôle de ces 10 000 BTC et on-chain, il ne s'est rien passé, alors que pourtant, voilà, et puis Ouais. l'entreprise peut diviser ce claim, peut le prêter, peut l'hypothéquer à une autre. Donc au final, même si c'est des cryptos on-chain, si ça appartient à une entreprise, il peut y avoir des deals et des contrats, des choses off-chain. Et ça, il n'y a aucun moyen de le savoir. Et même des cryptos locked, il faut bien se rendre compte de tout ce qui se passe, quoi. Donc même on dit c'est lock pour la team, c'est pour les investisseurs, ça sera débloqué dans 2-3 ans. Même ça peut avoir changé de main. C'est-à-dire que c'est supposé être bloqué dans un protocole, mais les VC peuvent avoir fait des deals où ils vendent leurs claims. C'est comme les personnes pour le retail qui ont vendu leur claim FTX parce qu'ils se disaient on n'allait jamais recevoir l'argent. Donc ils ont vendu peut-être un an avant le remboursement leur claim. Bon, ben, pareil, il y a des VC qui peuvent vendre, alors très certainement avec un discount, parce que du coup, eux, ils débloquent l'argent maintenant et la personne qui achète le claim sera bloquée jusqu'au moment où les cryptos sont disponibles. Mais même des cryptos on-chain et blocked, normalement dans un protocole, peuvent avoir été vendus, entre guillemets, de manière off-chain
d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut Ouais, c'est clair. il faut le savoir aussi au niveau de transparence. Bon, il y a plein de choses que tu peux pas savoir, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément un gage de qualité, cette proof of reserve. Ça peut apporter un peu plus de transparence, mais tu vois, on a vu ce qui s'était passé avec Celsius, avec leur proof of community, qui avait pour objectif de voir vraiment on-chain, à chaque fois qu'ils versaient des rewards, votre argent, où est-ce qu'il était parti, dans quel protocole et tout. Au final, ça a été que de la connerie de bout en bout. Et pourtant, ça pouvait être une initiative que, à la base, on pouvait trouver intéressante, tu vois, d'avoir une traçabilité de tout ce qui a été fait. Et au final, ça s'est révélé être une très, très, très grosse fraude. Voilà, c'est depuis ce jour-là où on a dit, au final, voilà, toutes les plateformes centralisées, il n'y a aucun intérêt. Vous pouvez faire bien mieux on-chain, avec votre propre argent, avec des risques beaucoup plus faibles, des frais plus faibles, voilà, et maîtriser vraiment ce que vous faites. Donc, bon. Oui, apporter plus de transparence, je pense que c'est important. Je pense que la régulation aussi va jouer un rôle important là-dedans. Et après, le volet éducation. Donc ça, il y a quand même énormément de choses qui a été faites. Tu vois, quand nous, on s'est lancé en 2018, quand on a lancé la chaîne YouTube, il n'y avait pas autant de contenu qu'on avait aujourd'hui. Il y a encore beaucoup, beaucoup de contenu de merde, hein. Tu vois, des mecs qui t'incitent à faire du trading court terme, le top 100, le top 1000 des cryptos, le prochain crypto fois 1000. Tu vois, genre, ça, c'est du contenu qui nous use et qu'on va encore continuer d'avoir, à mon avis, de plus en plus parce que le bull run va arriver. Mais il y a quand même, on va pas se leurrer, il y a quand même un travail d'éducation de fond sur des acteurs qui sont quand même sérieux à l'étranger et y compris aussi en France. Et ça, je pense que c'est important de le notifier, tu vois, avec des gens vraiment qui font un travail en profondeur et de fond. Et ça, forcément, ça a un rôle super important. D'autant plus que ça s'accélère maintenant que tu as le tampon, tu vois, approuvé de la part de grandes institutions. Parce qu'en fait, tous ceux qui étaient sceptiques et qui disaient la crypto, c'est pourri, machin, tu dis, mais en fait, ok, tu penses que c'est pourri, regarde BlackRock, Fidelity, toutes les grosses institutions sont dedans. Je pense que tu as raison, en fait, tu vois. Et en fait, tout de suite, ça apporte une crédibilité. Alors qu'avant, quand tu avais personne qui était dedans et que tu avais que les geeks, en fait, tous ceux qui se disaient, vas-y, je suis dans la crypto, j'adore la crypto, je suis le machin. Quand tu n'as pas des gros acteurs à l'intérieur, tu n'as pas cette preuve d'autorité. Ça vient que plus tard, en fait. Et ça, je pense que ça joue un rôle important pour les sceptiques. Et d'ailleurs, j'avais présenté un rapport mercredi que je vous invite à voir sur le replay que j'avais fait, qui vous montrait qu'il y avait quand même une partie des gens qui n'avaient pas encore investi en crypto, mais une proportion quand même assez significative de ces personnes. Il y avait en France, au Royaume-Uni, à Singapour, en Turquie et aux États-Unis qui avaient une volonté de s'exposer à la crypto parce que, en fait, ils comprenaient l'intérêt, ils avaient envie de le faire, simplement, ils ne savaient pas comment le faire. Et donc, pour moi, ça rentre en fait à l'intérieur. Ça rentre là-dedans, dans le volet éducation, avoir des infrastructures qui soient faites pour. Et jusqu'à maintenant, on a quand même voilà, des infrastructures et des produits ou des services qu'on n'avait absolument pas avant, quoi. Quand on a commencé, tout ça, ça n'existait pas. Donc, voilà un petit peu ce qui est ressorti de ce rapport. Ouais, puis Je surtout pense au qu'il niveau, pourrait vous je voulais intéresser. faire un petit point, ouais, un petit point sur la partie éducation. Au final, ce qui a pas mal changé par rapport au dernier cycle et que là où on a commencé, au final, l'info elle est disponible. C'est-à-dire que maintenant, tu peux trouver à peu près toutes les infos. Bon, il y a des sources de qualité, il y en a beaucoup moins, mais au final, la valeur est de plus en plus, je pense, qui va sortir de tout ça, c'est des personnes qui vont être capables de synthétiser un petit peu et d'essayer d'apporter l'essentiel de toutes les infos disponibles, comme un peu ce qu'on fait nous au final sur nos chaînes respectives, parce qu'au final, l'info, elle est disponible, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a des mecs qui font de travail bien quali, il y en a beaucoup, c'est un peu de la merde aussi, si c'est pas directement du scam, mais moi, ce que je fais de plus en plus, c'est en fait trouver quelqu'un qui fait gagner du temps en synthétisant les connaissances et en te l'apportant comme ça, parce qu'au final, il y a même trop de contenu. Au final, c'est difficile de tout suivre, il y a trop de schémas narratifs, trop de spécialisation. Du coup, c'est un peu, tu vois, le deal maintenant, c'est de trouver quelqu'un qui fait gagner du temps en synthétisant du contenu et en te donnant l'info comme ça, tu vois, de manière un peu mastiquée, de sources quali. Mais c'est pas forcément facile à trouver, quoi. C'est clair. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, les gars, au rapport, hein. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse, vous aurez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mais j'ai trouvé que la réflexion était quand même assez intéressante. Et du coup, ça te montre en fait les perspectives et du coup les différents biais d'attaque pour avoir une adoption qui va être drivée vers le milliard d'utilisateurs. Tu vois, pour moi, c'est vraiment qu'une question de temps. Et d'ailleurs, ce qu'on avait montré aussi sur pas mal de rapports qu'on avait eu l'occasion de voir ensemble et sur pas mal d'infographies qu'on avait partagées sur YouTube, tu sais, c'est le distinguo et la comparaison entre l'adoption d'Internet et l'adoption de la crypto. Et on voit qu'en fait, ça suit quand même aussi cette courbe exponentielle. Et en crypto, bien plus rapide que ce qu'on avait avec Internet parce que aujourd'hui, Internet est quand même implanté un peu de partout. Et c'est comme si vous aviez déjà une autoroute pour le passage de l'information.
Et en fait, la crypto fonctionne grâce à Internet aussi. Et du coup, vu que c'est déjà présente partout, bah, en fait, il suffit que vous ayez un smartphone, il suffit que vous avez accès à Internet, bah, vous pouvez avoir accès à la crypto. Alors qu'avant, bah, voilà, pour mettre en place Internet, il y avait quand même les serveurs à mettre en place, les fils à tirer et tout. Enfin, c'était quand même assez compliqué. Maintenant que cette infrastructure est là, ça suit cette courbe exponentielle et on a une adoption en crypto qui est plus rapide jusqu'à maintenant que celle qu'on avait avec Internet, quoi. Et c'est pas pour rien. Je sais pas si tu as vu des questions intéressantes que tu voulais prendre, Théo? On peut regarder le chat. Mmh. Alors, il y a pas mal de questions sur la DeFi. Bon, il y a une question aussi sur le volet réglementaire là, de Chiang Mai Tiger qui dit: «Quel impact si l'Inde interdit définitivement la crypto?» J'imagine que vous avez déjà dû répondre. Si c'est le cas, j'irai voir vos replays. Alors oui, on en a déjà parlé, beaucoup, mais ils l'ont déjà interdit plein de fois en fait la crypto, je crois qu'ils l'ont interdit un peu comme la Chine, 5-6 fois. Tu peux regarder historiquement parlant, ça n'a pas empêché, la crypto, y compris le bitcoin, d'être encore plus utilisé, après les interdictions. Donc voilà, quand tu es sur un protocole décentralisé, tu auras beau l'interdire, tout comme tu essayes d'interdire la prostitution, la drogue ou ce que tu veux, ça n'empêche pas que ça se développe en fait. S'il y a un marché, Ouais, bah, il y a un marché. regarde les pays qui ont interdit. Il me semble le Nigeria, tu avais certains pays euh, arabes, il me semble, type Maroc ou je sais plus, qu'ils avaient interdit. Et au final, tu avais encore plus d'utilisation. Alors, tu as peut-être un premium. Au Nigeria, il y avait un premium pour acheter ces actifs, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a plus d'augmentation et un premium. Donc, ça veut dire que s'ils interdisent, Il y a une demande. c'est qu'il y a une demande et que c'est encore plus intéressant pour les personnes. Donc, au final, ça permet, enfin, même s'il y a une interdiction, ça ne fera pas en sorte que les gens arrêtent d'utiliser et même parfois au contraire, quoi. Parce que c'est très souvent, et encore une fois, on revient sur mon point ultérieur, si ils interdisent l'accès à des hard assets, enfin, s'ils interdisent les cryptos, c'est qu'en général, il y a une raison, peut-être que c'est une inflation, il y a une inflation galopante de la monnaie fiat du pays. Donc, très certainement, c'est qu'il y a une raison pour le faire au final. Ils n'ont pas de raison d'interdire l'accès à un actif s'il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, c'est un peu Ah, c'est débile. clair. Donc, soit c'est Et très surtout, certainement qu'il y a dans ça. et surtout s'ils interdisent la crypto, imagine, tu vas dans un pays, ils l'interdisent. Les utilisateurs ou ceux qui a dans le pays arrivent à l'utiliser et c'est encore plus utilisé que quand c'était pas interdit. Ça prouve l'inefficacité et la non-puissance du gouvernement en question, voire même la puissance du protocole qui est utilisé pour la résistance à la censure, en fait. Tu vois, t'imagines, tu as un gars, il te dit non, tu peux pas le faire. Toi, tu le fais quand même. Le gars, il aura beau s'énerver, faire tout ce que tu veux, mettre toutes les restrictions possibles, peine de prison, ce que tu veux. Tu veux que le protocole, il est encore plus utilisé sur ces périodes-là et par les personnes qui sont dans ce pays. Tu dis, bah ouais, mais en fait, ça fonctionne. Donc, ça donne de la crédibilité au protocole et ça donne encore plus confiance et donc ça drive encore plus l'adoption. Donc, c'est se tirer aussi une balle dans le pied. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gouvernements qui des fois sont un peu sur la sellette. Tu vois, pendant très longtemps, les États-Unis, ils étaient un peu comme ça. Ils voulaient l'interdire avec le FMI et tout. Tu vois, ils étaient vraiment pas chauds. Surtout quand même quand il y a eu le Salvador qui a dit, bah nous, on veut le rendre en tant que monnaie légale. Ils n'ont jamais dit, on l'interdit à 100%, parce qu'il y a eu pas mal de députés et tout aussi que tu écoutais quand ils en parlaient et ils disaient, si demain ça marche pas, si on dit aux gens ne l'utilisez pas, il y a une restriction, un peu comme ce qu'ils ont fait avec l'or qu'on a évoqué dans cette vidéo, tu vois, genre c'est interdit, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, et qu'ils se rendent compte que ça n'aura jamais été autant utilisé aux États-Unis et tout, tu te dis, bah ouais, en fait, ça fonctionne, ça apporte une crédibilité même dans des pays aussi importants et qui ont autant d'argent et de puissance que les États-Unis. Tu te dis, bah en fait, ça marche de partout ailleurs. Et donc, ça drive encore plus l'adoption et ça prouve l'inefficacité du gouvernement, tu vois. Donc, en fait, des fois, c'est pas si simple. Mais pour le cas de la Chine ou pour le cas de l'Inde, en fait, il y a plein d'événements historiques où ils l'ont fait plein de fois. Ils ont dit c'est interdit, après ils ont dit c'est OK, mais pour les mineurs, et puis après ils ont dit c'est interdit pour les mineurs, et puis voilà, et à chaque fois, ça a drivé l'adoption. Pour les mineurs, en fait, ils sont partis de Chine, ils sont allés au Kazakhstan, ils sont allés ailleurs où l'énergie était pas chère. Donc en fait, ça a juste poussé les capitaux ailleurs. Donc ça n'a pas empêché l'adoption, loin de là, quoi.